le grand ange Sanguinus gît, brisé, aux pieds de son frère. Terra brûle alors que la réalité elle-même se délite et que le plus grand bastion de l'histoire de la civilisation humaine est au bord de l'anéantissement. Je suis Maesticia et depuis 2011 je critique les ouvrages de Black Library pour le Reclusiam. Bienvenue. Salutations, aujourd'hui on achève La fin et la mort avec le volume 3 de Dan Abnett. C'est le tome numéro 10 du Siège de Terra qui a été publié en janvier 2024 dans sa version originale. Alors c'est la fin du Siège de Terra, c'est la fin de l'hérésie d'Horus et le début de Warhammer 40 000 comme on le connaît plus ou moins. Bien que l'éditeur ait annoncé un autre tome qui semble être un recueil de nouvelles, qui est estampillé le Siège de Terra, on est tous d'accord pour dire que ce tome 10 vient clôturer vraiment toute l'épopée dantesque qui aura été non seulement l'hérésie d'Horus, mais aussi le Siège de Terra. Donc, évidemment, étant donné que c'est le dernier opus, attendez-vous à du spoil, attendez-vous à des intrigues explicites, et surtout à un avis complètement subjectif. Donc soyez avertis. Mise en contexte. Alors là, on va s'attaquer à du lourd, à du très lourd, étant donné que c'est le dernier des derniers. Encore une fois, je vais pas me retaper toute la saga, mais voilà, la volume 2, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'affrontement, le fratricide, le pathos, la réalité qui n'est plus tangible, le climax qui gonfle jusqu'à l'apothéose, on espère, dans ce volume 3. Il s'était passé beaucoup de choses et je me souviens au moment de la lecture du volume 2 que j'avais été vraiment emballé, c'est-à-dire que ça avait été très difficile pour moi de faire des pauses lors de la lecture du volume 2. Eh bien, sachez que pour ce volume 3, c'est la même chose, ça s'enchaîne très rapidement, je pense que c'est une bonne façon de lire cette façon de clôturer la saga avec ces 3 tomes qui sont aussi longs que 4, ça j'en reviendrai un peu plus dans la conclusion. On a un passage où Dan Abnett explique la façon dont il a écrit La fin et la mort, c'est très très intéressant. Il aura fallu attendre le volume 3 pour qu'il nous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Mais voilà, donc pour la mise en contexte, voilà, c'est Sanguinus qui a été crucifié, humilié, qui est en train d'être plus ou moins dévoré par les démons, les dieux qui se gargarisent et Horus qui attend simplement que l'empereur vienne en découdre. Donc c'est le tome final. Évidemment, c'est très difficile d'attaquer ce tome sans des a priori, sans des attentes. Évidemment, si je devrais résumer un petit peu ce tome-là, c'est quelles sont mes attentes en tant que lecteur. Et alors évidemment, les attentes peuvent varier d'un lecteur à un autre, mais c'est sûr qu'on a des attentes. Donc déjà qu'on en avait pour l'affrontement de Sanguinus et de Horus Lupercal, là évidemment, là on a Horus Lupercal contre l'empereur. Donc évidemment qu'on a des attentes. Et je reviendrai plus tard, il y a eu du très 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 bon et il y a du beaucoup beaucoup moins bon, même dans l'affrontement final. Donc ça vaut son pesant de cacahuètes, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat de remettre en contexte ce genre d'affrontement si on n'a pas lu les tomes précédents. Donc faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut vraiment pouvoir lire pour pouvoir apprécier ce tome, il faut avoir lu ceux d'avant, évidemment. Donc c'est une conclusion, évidemment. Elle se veut épique, elle se veut mystérieuse un peu, parce qu'on veut pas qu'on nous gâche certains secrets. C'est bien qu'on ait des réponses, mais on veut aussi des secrets parce que Warhammer, c'est avant tout beaucoup de blancs dans le lore qui ont été plus ou moins comblés avec plus ou moins d'efficacité au cours des décennies. On se rappelle que l'hérésie d'Horus, à la base, ça tenait sur une ligne, sur une boîte de Titanicus, si je dis pas de bêtises, qui était basé donc en gros c'était Astartes contre Astartes et on expliquait l'hérésie d'Horus en une ligne
disant qu'il y en avait un qui s'était rebellé. Donc depuis cette époque-là, les Résidorus a fait un grand chemin. Elle a créé énormément de choses, et là, ce tome, il vient un petit peu clore tout ça, donc c'est très intéressant, et on va voir ce que ça donne. Dramatis Personae. Bon, alors on retrouve les mêmes, hein. Évidemment, sans surprise, pas de nouveaux personnages vraiment emblématiques euh, nouveaux vont apparaître, on va rester avec les mêmes. Côté loyaliste, on a une figure, on va dire un couple qui, je t'aime moi non plus, entre Dorn et Valdor, donc le primarque des Imperial Fist, et Constantin, qui est le garde du corps number one de l'empereur, qui n'ont jamais pu vraiment se blairer tout au long du siège de Terra. L'une est une figure de sacrifice, l'autre de stratégie. Des fois, ils s'envoient la balle mutuellement. C'est des personnages qui sont très importants à la fin du siège. Ils l'étaient déjà au début. Quoique un peu moins, les custodes étaient un petit peu plus, on va dire, discrets. Ils apparaissent un peu plus vers la fin de la saga. Mais Dorn a toujours été présent. Et là, il est encore plus dans le sens où c'est le dernier sur la liste des fils qui vont pouvoir faire quelque chose pour protéger leur père et l'Imperium. Le Khan, il est dans un coma quasi mort. C'est toujours la brume concernant son état. On sait qu'il est, en tout cas, il est hors d'état de nuire, ça c'est clair. Sanguinus, bon voilà, c'est fini pour lui. Et donc il nous reste plus que Dorn pour tenir le navire. Donc il va continuer à avoir une importance primordiale. D'ailleurs, le roman il s'ouvre avec Perturabo. Perturabo qui refait surface de nulle part, où il est en train de se dire mais si Horus gagne, ça vaut peut-être la peine que je revienne. Perturabo, ça fait plaisir de le voir d'entrée de roman, parce que c'est quand même lui qui a fait la moitié du boulot, voire plus. Et après, il a rage quitte le garçon, mais enfin, toujours est-il que ça fait plaisir de le voir en début d'ouvrage. On voit aussi Lorgar. Il y a un petit passage où Lorgar est sur une planète un peu avec des allumés. Enfin bon, chez Lorgar, c'est monnaie courante. Où en fait, Lorgar apprend la nouvelle de la mort de Sanguinus, et ça, pareil, ça, il se délecte. Pas vraiment utile, ça fait pas avancer l'histoire non plus. Bon, c'était histoire juste de mettre Lorgar dans un mini chapitre. Bon, je trouvais ça un petit peu superficiel, mais bon. Côté loyaliste, on a Loken et Lud. Le 2, techniquement, je devrais dire le 2. Donc c'est les derniers vraiment survivants, on va dire, de Vengeful Spirit. Donc c'est deux personnages qui sont vraiment très différents l'un de l'autre, mais qui ont comment dire, ils ont comme un karma similaire. C'est-à-dire que les deux, on sent qu'ils sont condamnés. Loken, on le sait depuis que son maître s'est rebellé contre l'Imperium. Mais le 2 aussi, il a une espèce de malédiction. Il a un côté un peu mystérieux aussi, comme Loken. On sait qu'il est puissant quand même par rapport à un Astartes classique, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin bref, c'est un duo assez intéressant du côté loyaliste. Et puis on a Vulcan. Alors oui, je l'ai pas cité plus tôt, parce que Vulcan, il est un peu coincé. À la base, au commencement du lore, Vulcan avait disparu sur Isvan. On ne savait pas ce qui s'était passé, donc il a fallu attendre Vulcan est vivant pour savoir qu'en fait il n'était pas mort. Et toutes les péripéties qui s'est passées durant l'arc Imperium Secundus pour qu'il finisse par rentrer au bercail. Et là, il s'occupe de dealer avec Malcador, qui est en train de fondre sur le trône d'or depuis que l'empereur lui a laissé sa place. Donc Vulcan se retrouve avec le plus haut degré d'autorité sur Terra, mais il a les poings liés, évidemment. Il ne peut pas faire grand-chose à part continuer d'envoyer des Psykers se faire massacrer pour gagner quelques secondes à Malcador. Donc voilà, Vulcan est toujours avec sa charge sur le trône d'or. Côté traître, évidemment, on a Horus. Horus qui est
qui est toujours entre deux mondes, quoi. Il y a le Horus Lupercal et puis il y a le maître de guerre qui s'est transcendé. On a évidemment Abaddon, Abaddon qui est génial dans ce tome-là. J'ai beaucoup aimé lire Abaddon, le premier capitaine dans ce tome-là. Et du début jusqu'à la fin, il a vraiment des moments épiques. Euh, Surtout lorsqu'il affronte l'Adeptus Custodes. Alors là, ça, j'en reviendrai peut-être plus tard dans les thèmes. Mais voilà, niveau baston, là, Abaddon, il va envoyer du lourd. On a Erebus. Erebus qui continue à tisser le chaos jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est incroyable à quel point ce personnage, il est irrattrapable et en même temps, il est délicieusement détestable. Donc ça, je suis content de continuer à le lire. Euh, Après, en termes de personnages, il y a ce que j'appelle les personnages secondaires qui ont une importance, et il y a les personnages secondaires à qui on veut donner de l'importance. Donc, par exemple, la trame avec Basile Faux. Donc, Basile Faux, cette espèce de personnage mystérieux qui aurait trouvé le secret de l'immortalité, en quelque sorte, qui est là depuis les débuts de l'empereur en tant que tyran ou sauveur de l'humanité. Ça dépend de quel côté vous prenez le personnage. Mais voilà, ce Basile Faux qui avait été contraint de mettre au point un virus qui serait susceptible de non seulement détruire les Primarques, mais aussi les Space Marines, étant donné leur instabilité depuis la corruption du maître de guerre. Voilà, tout cet arc-là qui m'avait pas du tout convaincu jusqu'à présent. Ici, ne me convainc toujours pas, mais j'en reviendrai un petit peu plus tard. On a aussi le personnage de la Psyker. Alors je me souviens jamais si c'est Actae ou Actea, qui est en fin de compte la réincarnation de la réincarnation de c'est pas une commémoratrice, mais de l'aide World Bearers qu'on retrouve dans le premier éthique. Bref, ce personnage qui devient messager et quasiment apôtre du démon pour ensuite finir avec l'Alpha Légion et maintenant se retrouver à être du côté loyaliste de ce qu'on comprend. Donc cet arc là aussi, il est vaseux. Il est vaseux, c'est secondaire, on essaye de lui donner de l'importance, mais pour moi ça marche pas. J'expliquerai un peu plus dans la description du tome. Qui est-ce qu'on a d'autre? Cinderman qui va se taper la discute avec Harryman dans la bibliothèque. Euh, Ça permet de faire une petite pause, de voir des personnages qui sont quand même hyper importants. Je veux dire, Harryman, c'est quand même. C'est pas Joel Clodo. Et Cinderman, bah, il est là depuis le début, quoi. Donc c'est aussi un point important. Après, on a évidemment Frati Killer et ses milliards de pèlerins. On va avoir Sigismund, encore une fois. On va avoir Corswain, encore une fois. Donc en fait, c'est vraiment la suite logique du volume 2 en termes de personnages. Donc il n'y a pas de surprise en tant que telle là-dedans. Mais voilà, si je devais en retenir quelques-uns, et c'est évidemment l'empereur, parce que l'empereur, voilà, pour une fois, entre guillemets, on va le voir. Et on va le voir agir, jamais vraiment réfléchir. Ça, je sais que c'est un choix de la part de l'auteur et je pense que c'est même un choix éditorial, c'est-à-dire l'empereur, il est toujours décrit ou incarné d'une façon mystique pour montrer que c'est un dieu. Il n'est pas au niveau des hommes, ni des primarques, ni de toutes ces choses-là. Donc il y a toujours une distance entre le lecteur et l'empereur. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a un peu moins de connexion avec l'empereur parce que on sait jamais trop ce qu'il pense. Mais là, en tout cas, dans ce volume-là, on va en bouffer de l'empereur, quoi. C'est toujours bien mis en scène. Donc ça, c'est génial. C'est ça, on garde cette espèce de mysticisme autour de l'empereur. Mais à travers les lignes, on voit que quand même, c'est un fourbe. Hein. C'est un sournois quand même, l'empereur. Je reviendrai plus tard dans les climax. Sinon, donc voilà, oui, l'empereur, évidemment. Horus, évidemment.
Horus, là aussi, il va avoir une place de premier choix parce qu'on va vraiment plonger dans sa psyché, dans le sens où qu'est-ce qu'il veut vraiment. Parce que on est rendu à un point où là, Horus, il est dans un entre-deux. C'est-à-dire que ce n'est pas un dieu, mais c'est tout comme. C'est-à-dire qu'il a été gonflé par la puissance des dieux du chaos. Et il est rendu à un point où les dieux du chaos peuvent plus trop le forcer à faire quelque chose, dans le sens où il est devenu extrêmement puissant. Donc il faut pas oublier qu'à la base, euh, alors là je spoil, mais évidemment tout le monde est plus ou moins au courant, lorsque l'empereur parvient à détruire Horus, l'empereur il est dans un état lamentable. Il tient plus sur ses pattes arrière. Donc la puissance d'Horus à ce moment-là, elle est inimaginable en fait. Donc l'empereur, Horus, évidemment des personnages exceptionnels. Et je vais mettre juste derrière Abaddon. Encore une fois, Abaddon, il va vraiment incarner pas simplement les Sons of Horus, ou il va incarner le paradoxe de la corruption, le paradoxe de la traîtrise, et toujours avec ce caractère vraiment sans chaud, tête brûlée qu'on aime chez Abaddon. Donc ça, c'est un personnage qui est vraiment haut en couleur et borné pour atteindre ses objectifs, quel qu'en soit le prix, surtout quand c'est les autres qui doivent le payer. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des personnages que j'oublie? Olanus, évidemment, on en revient à Olanus, mais lui, il a des... Comme je l'avais expliqué dans le volume précédent, moi, c'est pas un personnage qui m'a convaincu, même s'il avait une importance comment dire, à apporter. C'est un peu un personnage que j'ai du mal à digérer, tout simplement. Donc on verra un petit peu ce qui se passe avec lui et son intervention face à Horus Lupercal. Donc, toujours accompagné évidemment de John Grammaticus. Euh, mais voilà, cet arc aussi, pas super convaincant. Le personnage perd de... En fait, j'arrive à un point où je suis complètement désabusé par le personnage. Autant John, je sais pas, il a plus de substance alors qu'il sort de nulle part. Et Olanus, qui lui, à l'inverse, avait déjà un background assez important de créer, je trouve qu'il s'étiole et qu'à la fin, il perd son importance. Bref. Donc voilà, c'est ce qui en est concernant les personnages marquants. J'en oublie sûrement, parce qu'il y en a plein d'autres. Euh, mais voilà, grosso modo, ce tome-là, évidemment, il est extrêmement centré sur l'empereur et Horus Lupercal. Donc c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attendait. Maintenant, c'est comment ça a été mis en scène. Ça, c'est une autre histoire. Thème. Alors on revient sur la fin du volume 2, avec la mort de Sanguinius. Et comme on le sait, lorsqu'un primarque décède, il y a une forte onde, on va dire psychique, qui est propagée à tous les fils génétiques, donc un espèce de choc, un traumatisme psychologique qui va déferler en fait sur les fils de la 9e, et qui va les rendre complètement fous et assoiffés de sang et complètement berserk en fait. On l'avait ressenti notamment avec les White Scars, lorsqu'on avait cru que le Khan était mort. Il y avait eu cette espèce de perte de contrôle chez tous les fils White Scars, qui était super bien écrit d'ailleurs. Et ben là c'est la même chose, sauf que dans un autre style. Les Blood Angels, là c'est pas simplement ils pètent un câble, c'est vraiment la malédiction qui embarque, qui fait que c'est comme si chacun des fils était à la place de Sanguinus et se faisait tuer par Horus. Donc il y a vraiment un traumatisme qui est beaucoup plus fort, une amplification du ressenti qui est telle que ça va devenir une malédiction aussi au 41e millénaire pour les fils de la 9e. Donc avec la pléthore de mèmes sur internet qu'on peut connaître avec Horus Lupercal
et donc les Blood Angels. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça. C'est le premier gros événement du tome numéro 3. J'étais justement un petit peu déçu, j'étais resté sur ma faim au moment du volume 2 en me disant ah mais je ressens pas vraiment cet impact de la mort de Sanguinius. Oui, je sais, il est mort, c'est triste, c'est un grand leader, etc. Mais j'avais pas ressenti vraiment ce sentiment de perte et de tristesse parce que j'avais trouvé que le pathos était un poil exagéré. Mais à l'ouverture du volume 3, en fin de compte, la meilleure façon de ressentir la perte du primarque Sanguinius, qui n'est pas n'importe quel primarque, c'était le chouchou, quoi. C'était le meilleur, quoi. Eh bien, c'est à travers la folie de ses fils. Et ça, j'ai trouvé vraiment génial de pouvoir le lire à travers la plume de Dan Abnett parce qu'il a une façon d'écrire qui est la sienne, tout simplement, et de ressentir cette perte, cette folie mélangée à cette tristesse, parce ils sont dévastés, les Blood Angels, lorsqu'ils ressentent ça, parce qu'ils savent que c'est la vérité. C'est plus une simple prémonition ou quoi que ce soit. Déjà qu'ils avaient, on va dire, un avant-goût du futur de leur primarque. Le primarque les avait plus ou moins pas prévenus, mais enfin, il y en a certains qui le savaient. Mais voilà, ça se sentait un petit peu le roussi. Et là, ça vient déclencher. C'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou la goutte de sang, si je peux me permettre cette petite boutade, qui fait déborder le calice, qui fait que chaque fils de Sanguinius devient complètement incontrôlable, en sachant qu'ils sont toujours en défense active de Terra. Donc ça laisse place à des scènes complètement folles où même les World Eaters n'en reviennent pas lorsque les Blood Angels leur sautent dessus de façon encore plus démente et d'une violence, d'une barbarie dont même eux ne sont pas capables. Donc ça, c'est très très sympa de voir le côté obscur, vraiment 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 dark des Blood Angels surpasser le côté dark des World Eaters, parce qu'il faut le faire quand même. Donc ça, c'était très savoureux. Je me souviens notamment qu'il y a Zéphon, qui est le seul à ne pas entrer en rage folle. Alors ça, c'était drôle aussi, parce qu'ils se rendent bien compte, les alliés, là, les Imperial Fils qui restent, et qui se rendent bien compte que leur frère Blood Angel, il y a un truc qui passe pas et qui sont devenus incontrôlables et qui massacrent alliés comme ennemis. Donc, et ils arrivent même pas à les freiner. Je me souviens d'une scène où il dit non, 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 laissez-les devant, de toute façon, on peut pas les arrêter. Sauf Zéphon. Zéphon qui, lui, n'embarque pas. Et un des Imperial Fils lui pose la question mais pourquoi toi t'es encore normal? Et il lui sort une excuse du style à moi, j'ai tellement connu la souffrance, la tristesse et le pathos que ça passe. Genre la mort de son primarque, c'est comme ouais, c'est dommage, mais il n'y a pas de quoi devenir fou, quoi. Alors que tous les autres deviennent complètement barges. Donc c'était sympa de voir qu'il y en avait un dans le tas qui était un peu plus détaché de ça. Après, on connaît la souffrance de Zéphon et de tout ce qu'il a dû subir, que ce soit l'humiliation psychologique, que ce soit les dégâts corporels qu'il a encaissés avant le siège de Terra et pendant le siège de Terra, qui sont conséquents. Mais j'ai trouvé ça bien d'avoir une petite exception qui confirme la règle, parce que même la garde sanguinienne pète un câble, enfin tous. Donc ça a été le premier événement marquant du tome et que j'ai beaucoup aimé. Vraiment cette rage, cette tristesse et cette transformation, parce que ça devient, on rappelle que les Blood Angel, l'inspiration, ça reste quand même celui du vampire. Donc les crocs qui sortent de la bouche, les visages défigurés et les griffes, quoi. Même les Space Wolves sont pas aussi brutaux, quoi. Donc ça, c'était sympa. Donc Zéphon et Ascalon, ça a vraiment été des figures marquantes dans cet acte de folie, quoi. Après, dans un autre thème, on a l'agonie de l'Imperium, qui avait été extrêmement bien décrite dans le volume 2, où on voit vraiment que le Vengeful Spirit, il est mélangé avec le palais impérial, etc. Là, ça continue avec le désert qui se mélange avec le vaisseau amiral des Sons of Horus. On voit aussi l'agonie de Malcador, le trône d'or qui se dégrade, Vulcan qui envoie les Psykers en dernier recours, mais c'est une boucherie. On est à un stade
où Malcador, il n'y a plus, il y a plus rien de Malcador, mais il est toujours là. Ce qui m'a un petit peu d'ailleurs, un petit peu, pas déçu, mais on voit que l'auteur étire le fait que Malcador n'est pas mort, mais n'est plus vivant. Et à chaque fois, on nous dit, oh, encore quelques secondes. Et le fragment d'après, c'est, oh, j'arrive à reconnaître un visage. Et je sais pas moi, 30 pages après, c'est, oh, il ne me reste plus beaucoup à vivre. Ouais, mais mec, ça fait trois tomes où il te reste pas beaucoup à vivre et t'es toujours là. Donc, alors je sais, le temps, l'espace est modifié, mais enfin, il résiste bien le vieux en tout cas. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'affrontement euh, de pour l'Astronomicon. Donc là aussi, c'est un moment clé dans le roman où, je rappelle, le but du jeu, c'est de rallumer le phare psychique pour pouvoir dire à Robout Guilleman, ouh, c'est par ici, continue tout droit. Donc, parce que lui, il est bientôt arrivé, mais étant donné qu'il est un peu dans le brouillard, le père Guilleman, ben, eh ben, il a du mal à arriver, quoi. Donc le but, c'est ramener l'Astronomicon et chasser aussi toute cette tempête warp qui n'est plus très efficace. Là, c'est juste que Terra, c'est devenu un nexus de bordel cosmique, warpesque, assez intense. Mais sinon, normalement, la tempête, à ce moment-là, elle est terminée. Donc il y a cet affrontement avec Sigismund qui va rencontrer Corswain par une technique de ta gueule c'est magique, où ils sont dans un désert et ils finissent par être dans la montagne. Il y a un affrontement notamment de Sigismund contre un champion de Nurgle, enfin un champion d'Earthguard qui est vraiment vraiment cool, où le champion d'Earthguard a une épée démoniaque. Et on se rend compte que Sigismund, quand il lutte contre ce personnage, en fait, il lutte plus contre l'épée, l'artefact démoniaque, que contre la Startesse qui la manie. Donc c'est intéressant d'avoir ces petites subtilités. Les combats sont vraiment exceptionnels d'Adamnet. Il te retourne le cerveau. Puis avec des personnages comme Sigismund, ben, il peut aller chercher des concepts ou des passes d'armes ou des manières de contourner les stratégies de l'adversaire qui sont, ma foi, bien pensées. Donc cet affrontement dans le désert où il s'occupe du champion de Nurgle, c'était très sympathique. Par la suite, oui, il fait 1-1 avec Corswain. Corswain qui est vraiment le chevalier par excellence. Sigismund est un chevalier par excellence, donc les deux, c'est une espèce de bromance warhammerienne, si je puis dire. Donc d'un côté, on a les futurs Black Templars, en fin de compte, parce que ceux qui restent avec Sigismund, ce sont des Templars. Et de l'autre côté, on a les Dark Angels qui aussi ont une inspiration extrêmement chevaleresque, limite euh, légende arthurienne dans leur lore. Donc c'est vraiment deux mentalités, deux credos, deux doctrines qui sont très très proches, mais qui ont chacun évidemment leurs divergences, mais avec l'un qui peut pas supporter les psychers et l'autre qui les utilise même quand il s'est interdit. Mais ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que les deux se rencontrent, il y a un petit échange très badass entre les deux frères de bataille, et on sent que le niveau il est quasiment égal. Enfin, on ne sait pas des deux qui gagnerait un affrontement entre Sigismund et Corswain. Donc c'est très intéressant. Là-dedans, il ne faut pas oublier qu'on a Cypher qui essaye de rallumer le phare mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Il va être aidé notamment de Fratikiller qui va lui faire comprendre que c'est une chambre à écho en fait, c'est vraiment un phare, donc toutes les émotions qui sont ressenties à l'intérieur sont amplifiées. Donc après avoir un petit peu cogité, ils se rendent compte que, parce que Fratikiller et Sigismund, ils se trimballent je sais plus combien de milliards de pèlerins avec. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est assez difficile à imaginer, personnellement j'ai déjà du mal à m'imaginer 1 million de personnes, donc 1 milliard de personnes qui vont d'un désert à l'Astronomicon. J'ai du mal un peu à visualiser ça, mais on voit que c'est épique. Alors je sais plus si c'est de l'ordre du milliard ou du million, mais que ça soit l'un ou l'autre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et en gros, Fratikiller, elle lui explique avec l'aide de l'astropathe en chef de l'Imperium, je crois.
que voilà, ça fait effet de résonance. Donc si toutes ces personnes près du phare ressentent une émotion, quelle qu'elle soit, ça sera amplifié et ça sera propagé. Et là, ils commencent à réfléchir en disant ah, on peut peut-être s'en servir. Donc si quelqu'un, s'il ressent l'espoir à ce moment-là, bah, ça peut embraser beaucoup de choses. Donc ça, ça va être un outil très important à ce moment-là. Mais il ne faut pas oublier que au même moment, il y a un assaut incroyable de la DevGuard. Avec, bon, il débarque à la dernière minute, mais avec à sa tête Typhus. Donc là aussi, c'est un gros personnage, malheureusement qu'on ne voit pas assez. Il débarque un peu trop tard pour moi. Il arrive, c'est un peu trop la fin. Alors on sait qu'il va y avoir un affrontement un peu badass entre les héros, mais il aurait dû être là un petit peu plus tôt, genre peut-être une cinquantaine de pages un peu plus tôt pour rajouter un petit peu de tension, parce que en fin de compte, ce qu'on voit, c'est surtout les loyalistes résister face à un assaut constant de la DevGuard. Mais si ça avait été appuyé par Typhus un peu plus tôt, ça aurait été un petit peu plus... il y aurait eu un peu plus de tension à mon avis. Bref. Donc voilà, il y a cette section-là qui est assez importante avec l'Astronomicon. Et puis, on va avoir évidemment l'empereur, quoi. Donc l'empereur, il va lui passer plusieurs choses. Il va avoir cette... donc on en a déjà parlé, cette volonté finalement de ne pas devenir un dieu et de rester un simple homme, avec des gros guillemets, hein, et d'affronter Horus tel quel, en sachant qu'Horus, il est gavé d'énergie. Et donc l'empereur se barre dans le désert. Il abandonne plus ou moins tout le monde. Le seul qui le suit, c'est un garde custodien qui lui le suit comme un petit chien. Et évidemment, derrière, on a le 2 et Loken. Et on arrive dans le désert. Alors, il y a une scène que j'ai trouvée complètement inutile, mais il me semble que c'est un clin d'œil à la vieille édition de Warhammer 40 000, l'une des premières, qui s'appelait Realm of Chaos, où à un moment donné, ils affrontent un espèce d'énorme démon. Et donc j'ai oublié le nom, mais je pense que c'est une référence à si je dis pas de bêtises, c'est comme le premier livre de règles qui intègre autant de lore sur l'univers de Warhammer 40 000, notamment les Sensei, l'Empereur, le Star Child. D'ailleurs, il y a une petite référence. Mais toujours est-il qu'il y a une espèce de gros démon qui a l'air super méga badass, et Loken qui se dit mon dieu, comment on va passer à travers ça, et l'empereur il te le découpe en 2-2. Mais quand je dis en 2-2, c'est vraiment 2-2. J'exagère, mais je veux dire, il y a une page pour décrire le démon, et il y a une ligne pour dire comment l'empereur lui tatane la tête. Je trouvais ça un petit peu inutile. Juste, c'est pas parce qu'un démon est gros qu'il est forcément puissant. Mais peut-être qu'il y a une racine, encore une fois, j'ai pas fait des recherches suffisamment poussées pour savoir quel type de démon c'était. Bon, bref. Sur le passage, ça lui a pas fait perdre plus de temps que 2 ou 3 minutes. Et donc il continue son chemin jusqu'à pénétrer dans le Vengeful Spirit, parce qu'on rappelle que tout est mixé, tout est mélangé. Concernant cette espèce de lieu du désert, on rappelle que Actaé était enseveli. Et il y a, après l'attaque de Erebus, et on retrouve Dorn qui finalement arrive à sortir de son cauchemar, de la prison que Khorne lui avait faite. Khorne et prison, déjà, ça me fait bien marrer. J'aurais dit Khorne et une arène, j'aurais dit ok, mais enfin, bon, bref, passons. Toujours est-il que Dorn met la main sur Actaé, et Actaé, on comprend qu'en fait, elle a fusionné avec Kat, qui était on va dire son garde-chiourme, son espèce de celle qui faisait en sorte qu'elle parte pas trop en tongue, parce que c'était quand même une sorcière. Là, on comprend que les deux psychés ont fusionné ensemble et qu'elle est devenue un peu flyée, qu'elle est comme perpétuelle, qu'elle peut pas vraiment mourir. Jusque-là, je me dis, ok, le personnage il continue à avoir un développement, on va bien avoir quelque chose. Et en fin de compte, on apprend que Rogaldorn la sort des décombres, alors que c'est une sorcière qui a aucune allégeance, enfin, elle a aucune preuve de loyalisme, quoi que ce soit, quoi. Et en gros, la seule chose à quoi elle sert, c'est qu'elle prévient Dorn en disant, en fait, Sanguinius est mort. Voilà. Merci. La prochaine fois, envoie-moi un texto, enfin, je sais pas, utiliser ce personnage, le faire survivre juste pour que dans le désert, il puisse communiquer à Dorn que son frère est mort.
c'est un peu capillotracté, de mon point de vue. Mais bon, voilà. Je me suis dit, peut-être qu'elle va avoir un peu plus d'importance par la suite. Mais non, c'est pas plus développé. Dans le lore, ça n'a pas été. On la revoit pas non plus. Donc je trouvais ça un peu dommage parce que c'est un personnage super intéressant, notamment concernant ses réincarnations et son changement de loyauté. Donc je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire d'elle. Mais non, là, en fin de compte, c'était juste pour délivrer un message et dire, au fait, il est mort. Et à ce moment-là, Doran lui dit, ok, tu m'as l'air quelqu'un de bien, je te donne le sceau du prétorien et va dire à tout le monde qu'il faut pas abandonner et que l'empereur est toujours vivant et qu'on va aller savater aux Russes. En gros, c'est ça qui se passe. Et on va avoir un espèce de second souffle lorsque l'empereur va briller de mille feux, et un peu comme dans l'autre volume, où il va redonner du courage à tout le monde. Et là, cette fois, ça va être par l'entremise de Actaé qui, avec le sigil du prétorien, va redonner un second souffle, on va dire, à tous les loyalistes qui se battent encore sur terrain, malgré l'état apocalyptique de la situation. Donc ça, c'est un thème aussi important. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir évidemment le duel final. C'est pourquoi on lit ce bouquin depuis l'ascension d'Horus, hein, parce que pour ceux comme moi qui ont lu l'hérésie d'Horus quand il est sorti, c'est-à-dire que je pense que c'est 2006. Alors je sais plus si c'est la version originale ou la version française. La version française elle a dû sortir peut-être 2 ou 3 ans après la version originale, donc c'est soit 2006 soit 2009. Mais bon, depuis ce moment-là, on n'attend qu'une seule chose, c'est que Horus et l'empereur se mettent sur la tronche. Donc évidemment, ce tome-là va nous en mettre plein les mirettes, hein. Là, ça va être assez exceptionnel. Donc on va avoir l'empereur accompagné de l'Adeptus Custodes et de Loken et de Lud à bord du Vengeful Spirit qui est comme transformé, transmuté. Et ils vont commencer à se taper dessus. Évidemment, d'entrée de base, l'auteur nous explique que le duel il est bien trop badass pour que de simples Space Marines puissent y participer. Donc ils se font expulser. Loken il part dans un trip un peu astral. Lud il se mange un mur. Et le custode c'est le seul qui arrive plus ou moins à reprendre ses esprits et qui retourne au combat, entre guillemets, parce que lorsque les deux monstres vont s'affronter, c'est un combat de dieu. Ok, c'est dieu contre dieu quasiment. N'en déplaise à certains, c'est un dieu contre un autre. Donc Loken va affronter ses démons de son côté. J'ai l'impression que ça sert plus à donner un répit au combat ultime, alors que Lud va s'efforcer de protéger le corps de Sanguinus. Ils vont essayer de le décrocher évidemment. Il y a des passages vraiment marquants dans l'affrontement de l'empereur et d'Horus. Je ne vais pas tous les décrire, mais il y a notamment cette introduction où l'empereur débarque et lui dit mais pourquoi avoir fait tout ça quoi. Et là Horus il part dans une tirade un petit peu shakespearienne où il explique un petit peu le pourquoi du comment et jusqu'à ce qu'il se rende compte que en fait l'empereur il parlait pas aux Russes mais il parlait aux divinités, aux 4 dieux du Warp qui sont derrière Horus et qui tirent les ficelles depuis le début. Et dès le début, en fin de compte, on voit que l'empereur il est en train de mettre une grosse claque à l'ego de Horus en l'ignorant, tout simplement. Il ignore complètement Horus en disant mais de toute façon, tu n'es pas maître de tes propres choix, ce sont les 4 dieux du chaos qui le font à ta place. Donc tu vois, ça, j'ai trouvé ça très sympathique parce qu'après, évidemment, Horus, il prend la colère, quoi, et il a été vexé, quoi. Donc cette petite crotte de nez que l'empereur lui jette en plein visage, j'ai trouvé ça très très sympathique. Je me suis dit, bon, si c'est ça le début du duel, ça risque d'être assez violent. Et effectivement, il est extrêmement violent. Je vais m'attarder un peu sur ce duel parce que quand même, le tome est quand même pas mal centré là-dessus. On va avoir notamment comment dire, une infériorité flagrante de l'empereur face à Horus. Alors oui, c'est vrai que Horus c'est pas le plus comment dire le plus
allumé, c'est-à-dire qu'il est facilement... il a été corrompu, donc c'est pas non plus le plus brillant. Mais, euh, mais l'empereur, il est pas il est pas de taille. Il est pas de taille. Et ça, l'auteur, il nous le décrit très bien. Il se prend des savates dans la face avec une majuscule, quoi. Il se fait déglinguer, l'empereur. Alors tantôt avec sa serre, tantôt avec son épée, Horus a toujours le high ground, comme on dit, il a toujours l'avantage, il a toujours l'initiative, à part une ou deux passes où il essaye des petites astuces. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais que l'empereur il est sournois, parce qu'il va tenter des petites feintes qui vont marcher plus ou moins, quoi. Donc il y a vraiment cet affrontement de titans. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils s'affrontent à travers des lieux et des dimensions différentes. Des fois ils se battent sur Ctonia, des fois ils se battent sur Ulanor. Enfin, ils se battent à travers les dimensions. On ne sait pas où est-ce qu'ils se battent, mais ils se battent en tout cas. Ils se mettent dessus. Mais il y avait le fait de montrer que c'était vraiment un affrontement vraiment inimaginable, quoi. Tu peux même pas les voir se battre tellement c'est rapide et tellement ça bouge et tellement c'est inconcevable pour un esprit humain. Donc là, retranscrire ça à l'écrit, c'est pas de la tarte et ça marche. Vraiment, en tout cas, la première partie du combat qui était faite, on va dire à travers des coups astrales où ça joue psychologique et en même temps psychique, tout en se mettant des grosses savates dans la face. Je trouvais que c'était un bon mélange, ça rendait vraiment le duel épique, unique et authentique. Et c'est ça que j'attendais, je voulais quelque chose vraiment qui me surprenne, et en même temps qui est trop énorme pour que tu puisses le répéter, quoi. Un duel comme celui-là, techniquement, on n'en lira pas d'autres, je pense pas. Donc, super maîtrise de l'auteur à ce niveau-là. Donc les deux se tapent dessus. Il va y avoir évidemment plusieurs, on va dire, pas abandon, mais où tu vois vraiment que l'empereur il tient pas le coup. Il se fait déglinguer, il tombe par terre, il se fait briser l'armure, il perd son épée, etc. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que à chaque fois qu'il va y avoir ces moments de faiblesse du côté de l'empereur, ça va être l'occasion pour Horus d'essayer de convaincre son père de le rejoindre. Et même si c'est pas forcément pour des bonnes raisons et que ses motifs sont tout à fait discutables, Horus ne veut pas tuer son père. C'est flagrant. Il fait tout, absolument tout, pour convaincre son père de le rejoindre, qu'il soit à sa droite et qu'il arrête de raconter de la bullshit à tout le monde et qu'on va régner sur l'humanité, mais côté chaos, tranquille, t'as vu. Et l'empereur, à plusieurs reprises, va faire ce qu'on appelle des coups de pute. Je sais pas comment on peut appeler ça autrement, mais euh, le moment où l'empereur est juste plus capable, il a plus d'énergie, il est à sec, il est par terre, qu'est-ce qu'il fait Horus? Il va le porter. Il le porte avec lui et il le traîne jusqu'au trône. Il veut l'amener jusqu'au trône qu'il a érigé pour lui. Il dit, regarde, j'ai fait un trône pour toi. On n'est pas obligé de se tuer l'un l'autre. J'ai pas spécialement envie de te tuer. Fait que viens sur mon trône et tu vas voir, on va régner ensemble. Ça va être top, etc. Et pendant ce temps-là, l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Il est à moitié clamsé, là. Il met sa main sur la poitrine de Horus. Et le long du trajet où Horus il est en train de lui raconter plus ou moins ses ambitions, l'empereur il a toujours sa main sur son poitrail. Et Horus, il parle tout seul, parce que l'empereur, encore une fois, il n'exprime pas ses pensées. Ou alors lorsqu'il les exprime, elles sont tellement, on va dire, neutres, que ça lui donne pas de caractère. Bon bref. Mais Horus, pendant qu'il parle, il pense aussi. Et dans sa tête, on est dans la tête d'Horus et il dit « Ah, mon père est en train de mettre sa main sur ma poitrine, est-ce que c'est un geste d'affection? Est-ce que c'est parce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il réfléchit? » On voit que Horus, il a encore de l'empathie pour son père, malgré le fait qu'il soit complètement hyper pété. Il a de l'empathie, jusqu'à ce que on se rende compte que l'empereur, s'il avait la main sur la poitrine de son fils, c'était pour lui pomper son énergie, et énergie qu'il va utiliser contre son fils pour l'expédier dans le décor. Et ça va arriver 2 ou 3 fois. C'est-à-dire qu'à 2 ou 3 fois, l'empereur va être vraiment à râler pâquerette,
Et Horus va tendre la main, et à chaque fois l'autre il va lui faire un coup de salope pour lui faire comprendre que non, c'est mort, je suis là pour t'exterminer, je vais t'exterminer quoi. Mais il y a quand même une connexion qui est tentée de la part d'Horus pour son père, qui est pathétique. C'est pathétique, il fait tout et ça marche pas parce que même au bout de la deuxième ou troisième fois, après justement le piège tendu par l'empereur qui ne fonctionne pas, il lui remet une tatane dans la bouche, l'empereur il se remet KO. Ah oui, c'est ça, après il y a l'Adeptus Custodes qui vient s'interposer entre les deux, donc qui permet évidemment à l'empereur de gagner 2 secondes de répit, mais 2 secondes de répit pour l'empereur, ben, ça suffit, tu vois. Et l'Adeptus, il se fait carboniser la face par Horus, sauf que il avait un sigil, évidemment de Malcador, qui le protège de la mort d'un méga dieu, j'imagine, qui fait que je suis pas mort, je peux plus bouger, je suis à moitié cramé, mais je suis pas mort. Fait qu'au lieu de faire perdre 2 secondes à Horus, il lui en fait perdre 5, quelque chose comme ça. Et à la fin, bon, le custode, il finit en particules, hein, il est oblitéré complètement, mais là, l'empereur revient à l'attaque. Donc là, encore une fois, il revient, il se refait tataner, et Horus, une nouvelle fois, lui dit « Ouais, arrête de faire le con, viens avec moi, on va régner, etc. » Et à ce moment-là, il y a les dieux du chaos qui sont pas contents. Ils sont pas contents parce que le deal, c'était d'éclater l'anatamé. Donc l'anatamé, c'est l'empereur, quoi. Il faut le tuer, l'empereur. Et il dit maintenant il faut que tu l'achèves, il faut que tu le tues. Là ça fait déjà 2 fois en plus qu'il se fout de ta gueule, faut que tu l'achèves. Et Horus lui dit je ne reçois d'ordre de personne, je fais ce que je veux. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que ça montre à quel point non seulement Horus est devenu puissant, et ça montre aussi qu'il est devenu plus que des dieux. C'est-à-dire que les dieux ne le font plus peur, quoi. Ça lui fait plus peur d'avoir les 4 dieux du chaos qui tirent les ficelles. On disait, oui, Horus le Percal, c'est un pantin, il fait ce que les dieux lui disent. Ben, là, c'est la preuve que non. Il a quand même son libre arbitre, et jusqu'à la fin, il va vouloir aider son père, quoi. Donc, il y a évidemment la phase avec le Holianus qui vient s'interposer, mais qui se fait désintégrer. Là aussi, toujours pareil, ça fait gagner du temps, mais c'est pas... Ce Holianus, il aurait pu être beaucoup plus consistant, et en fin de compte, son utilité, elle est étirée, trop étirée. Pour moi, ça s'épuise. Son intérêt s'épuise, selon moi. Mais toujours est-il que voilà, l'empereur va utiliser toutes les bottes possibles pour essayer de vaincre Horus en vain. Il y a un passage aussi qui m'a fait plutôt rire, honnêtement, où ils se battent à coups de cartes du tarot. Alors, j'ai trouvé l'idée cool. Honnêtement, c'est sympa parce que le tarot, c'est vraiment un concept qui tient vraiment à cœur à Warhammer 40 000 et notamment à l'Imperium. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est d'une superstition et d'un ésotérisme flagrant, n'est-ce pas? Les cartes du tarot. Mais voilà, la cartomancie, c'est quelque chose qui est très intégré dans l'univers de Warhammer 40 000. Et là, ça ressort. On avait déjà vu tout au long du siège de Terra, mais là, ça ressort. Et donc, l'empereur lui balance des cartes du tarot dans la face. Sauf que Horus, lui, il s'est forgé son propre tarot. Attention. Et il lui renvoie évidemment des arcanes dans le pif. Alors, honnêtement, ça faisait un petit peu duel à la Yu-Gi-Oh! J'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps un petit peu ridicule, le fait d'avoir deux dieux qui se mettent des gros coups dans la face et après qui se finissent à coups de cartes, de cartes pièges. C'est un peu particulier, on va dire. Mais j'ai pas trouvé ça mauvais pour autant. Je trouvais ça un petit peu drôle quand même. Euh, donc, euh, donc voilà pour ce qui est du duel de l'empereur et d'Horus. Évidemment, il y a la participation de Loken qui va venir lui aussi mettre son grain de sel, qui en fin de compte, c'est lui qui va faire douter Horus la seconde de trop, et qui lui demande d'abandonner tout ça et de laisser tomber, et qu'il a été manipulé par les dieux, etc. Et là aussi, encore une fois, il baisse encore une fois sa garde, et qu'est-ce qu'il fait l'empereur? Bam, il lui rentre dedans pour l'achever, et encore une fois ça marche pas correctement, jusqu'à ce que
finalement, l'empereur, alors de ce que j'ai compris, il y a une espèce de transmutation qui se passe, c'est-à-dire que Loken se retrouve avec une puissance, la puissance de Malcador, quelque chose comme ça. L'épée se met à flamboyer, etc. Et malgré le fait que l'empereur soit mort, parce qu'il le tue, il y a un passage où il dit l'empereur il est mort, c'est fini. Mais en gros, c'est comme si l'empereur se transmutait dans le corps de Loken, et c'est Loken qui, en fin de compte, abat Horus, et qui le tue pour de bon. Ce passage-là, il vient chercher des émotions contradictoires. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Le fait que ça soit Loken, que ça soit pas dit explicitement aussi. Voilà, en tout cas, je me souviens pas que ça ait été dit aussi explicitement. Euh, c'est euh, c'est particulier. Voilà, après autant de tomes, c'est très difficile de juger un affrontement final comme ça. Il y a des gens peut-être qui ont été déçus, il y en a d'autres peut-être qui ont été convaincus. Moi, je sais que j'ai ressenti quand même pas mal d'émotions à ce moment-là, me disant, ok, là, Horus est mort. L'empereur est en mode, il est mal, mais là, Horus n'est plus là, et c'est son fils qui l'a tué, entre guillemets. C'est Loken qui l'a tué en fin de compte. C'est la puissance de l'empereur, mais c'est la faiblesse d'un père pour son fils qui l'a tué. Et quand je dis père pour son fils, je parle de Horus et de Loken. Je parle pas de l'empereur et de Horus, parce qu'on sait que l'empereur, ses fils, il les considère pas vraiment comme ses fils, il les considère plus comme des outils et des armes. Donc, ouais, c'était poignant quand même. C'est pas facile de voir Horus partir de cette façon. Et en même temps, c'est la plus belle façon parce qu'en fin de compte, il part avec un. Alors, c'est un fragment, c'est un filigrane d'humanité, quoi, qui est resté au fond de lui. Et le fait de partir de cette manière, bah, ça fait que, bon, c'est. C'est une belle façon, je trouve, une belle façon philosophique, on va dire, de clore le cas Horus Lupercal, qui aura fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. Donc voilà, pour ce qui est des thèmes, c'est vraiment le duel final qui en met plein la tronche. Il y a plein de choses que j'oublie. J'essaye de rester concentré sur les choses qui ont marqué à ce moment-là. Mais voilà, ça c'était assez fort. Il y a aussi évidemment la fin, la vraie fin, enfin, comment j'appelle la vraie fin? La vraie fin, c'est au bout de Gilman qui débarque après que l'Astronomicon soit allumé. Mais pour moi, la vraie fin, c'est lorsque Abaddon et Loken se retrouvent devant le cadavre de leur père. Là, il y a un truc qui se passe entre les deux héros, entre les deux Astartes qui est un mélange d'honneur, un mélange de trahison, de honte et en même temps de désespoir. Parce que voilà, quoi, c'est l'empereur est dans un état lamentable et, euh, et Horus est mort, quoi. Et Horus, il a vendu son âme pour la puissance du chaos. Donc, chose que n'aimait pas Abaddon. Abaddon, il a aussi un thème super intéressant où il se bat contre l'Adeptus Custodes et Justerin contre Adeptus Custodes. C'est un plaisir à lire. Les combats entre les Justerin et l'Adeptus Custodes, je crois que c'était les meilleurs de ces trois derniers tomes. C'était le meilleur affrontement ever. C'était vraiment agréable. Et, euh, et cette espèce de twist ending à la fin où t'as Erebus qui sort de nulle part et qui vient planter Loken dans le dos, comme un bon traître qu'il est. Mais le fait que Abaddon n'ait plus envie de tuer Loken, il lui dit quelque chose comme le sang, trop de sang a coulé. C'est Abaddon qui dit ça à Loken, trop de sang a coulé, j'ai même pas envie de te tuer. Il faut vraiment être arrivé à un état de dépression pour que le premier capitaine n'ait pas envie de tuer sa némésis, parce qu'en fin de compte, Loken, ça devient la némésis d'Abaddon depuis les événements d'Isvan. Il y a ce moment, voilà, et là aussi il est très très fort. Pour moi, c'est vraiment la fin où d'ailleurs, avant de réapatrier l'empereur sur le trône, ils disent bon ben on se téléporte tous quoi. Et Loken il te dit non non non, je reste avec mon père. Il faut que quelqu'un reste avec lui. Ça c'est beau quoi quand même, c'est classe quoi. C'est pas c'est Luna Wolf, c'est au-delà de la trahison. Donc ça c'était riche. J'ai trouvé ça vraiment cool de finir avec autant d'émotion et de dignité. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui lui manquait. Et Loken va apporter la dignité à son père. Et ça,
C'est remarquable. Pendant ce temps-là, Dorn était venu prêter main forte à Valdor pour contrer les Justerin. Suite à ça, évidemment, il retrouve la carcasse de l'empereur. Il décide de se téléporter sur le trône. Et à ce moment-là, Vulcan les accueille et ils enlèvent, on va dire, Malcador. Bon, Malcador, là, cette fois, c'est bon, il peut repartir en réincarnation. Et c'est l'empereur qui prend le trône. Et on le sait à ce moment-là qu'une fois qu'il est sur le trône, il n'en bougera plus, quoi. Et ça scelle le 31e millénaire comme on l'a connu. Donc c'est le thème de la fin du cycle et le début du nouveau, avec le 40 000 qui va s'ouvrir, pardon. Donc non, cet affrontement est exceptionnel, c'est bien décrit. Je vais revenir un petit peu dessus dans la prochaine partie. Mais voilà quoi, le thème de la trahison, le fratricide qui précède l'enfanticide, parce qu'en fin de compte il tue son fils, hein, mine de rien. Le fait qu'il y ait cette notion avec Loken au milieu, mélangée, enfin c'est les combats inhumains, le fait qu'à chaque fois l'empereur se fasse défoncer et qu'à chaque fois il revienne avec un piège et qu'à chaque fois l'Horus essaye de le ramener en vain, parce qu'il n'y a plus de compromis, c'est terminé, il n'y a plus de négociation possible, donc c'est la finalité qu'on attendait, et honnêtement, moi j'ai pas été déçu, honnêtement, c'était génial. Donc voilà pour ce qui est des thèmes et donc des grands événements de ce volume. Texte et difficulté de lecture. Bon, concernant la structure, le style du roman, vous la connaissez. C'est toujours la même, avec le petit format en fragments, sauf que cette fois on a une intensité qui croît. Donc l'ambiance elle est plus sombre, elle est plus chaotique que jamais, avec cette espèce de modification warpesque. On aime beaucoup l'alternance entre l'action, souvent brutale, et l'introspection des personnages. Donc les combats brutaux, que ce soit les Blood Angels qui deviennent complètement fous, ou le massacre des civils au niveau de l'Astronomicon, ou même les Psykers qu'on envoie brûler sur le trône d'or. C'est toujours contrasté avec la mentalité des personnages. On voit vraiment ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit de Vulcan quand il donne l'ordre de ces sacrifices, parce que c'est clairement des sacrifices, il n'y a pas d'autre mot. Voir ce que pense Sigismund, voir ce que pense Loken et Horus. Parce que finalement c'est de lui dont il s'agit. Donc Dan Abnett, il arrive encore une fois à nous raconter tout ça de façon fluide. Il n'y a pas de lenteur. Moi, les seules choses que j'ai reprochées, c'est les trames de certains personnages que j'ai trouvées inintéressantes. Mais dans le style d'écriture, il n'y a rien à dire. Ça se lit facilement. Il n'y a pas eu de problème pour le volume 1 et le volume 2. Il n'y en a pas non plus pour le volume 3. Donc il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté, comme je dis, c'est que parfois ça saute d'une trame scénaristique intéressante à une autre qui l'est beaucoup moins. Mais l'essentiel, c'est que l'affrontement, le duel final, on va avoir des gros chapitres. On va pas avoir juste 2 pages, comme on a l'habitude dans les autres romans, où c'est l'affrontement badass et ça va durer soit 3 paragraphes, soit ça va durer 1 page et on va dire on a été chanceux, ça dure 1 page. Non, là c'est 20 pages, c'est le chapitre au complet qui est dédié à Horus contre l'empereur. Donc ça par contre c'est agréable, et c'est des chapitres qui sont ils sont géniaux, la façon dont ils sont écrits et la façon dont ils s'enchaînent avec les autres, et la façon dont il y a une pause. Parce que on peut pas faire l'affrontement d'Horus sur, je sais pas moi, 3 chapitres et mettre ces 3 chapitres à la suite l'un de l'autre. C'est trop lourd à digérer. Donc l'auteur est capable de les espacer de façon intelligente pour qu'on soit pas déçu quand on quitte le duel pour avoir une autre trame. Donc ça, c'est quand même bien fait de la part de l'auteur. Même si, comme je le dis, il y a certaines trames qui, moi, m'ont vraiment saoulé parce que je les ai trouvées inutiles et longues pour rien.
En général, dans le roman, ça se passe très bien. Cet affrontement, comme l'affrontement entre Sanguinius et Horus était bien dosé, là, l'affrontement avec l'empereur, il est super, quoi. Et c'est voilà quoi, Dan Abnett, il y avait personne d'autre à part lui de toute façon pour clore une telle saga. C'est lui qui l'a ouverte, c'est lui qui la ferme. Merci, au revoir quoi. Il y a pas d'autre chose à dire. Donc voilà, encore une fois, si vous avez lu les deux premiers, euh, la façon dont vous avez lu les deux premiers, je pense que vous allez lire avec la même méthode le troisième volume. Encore une fois, moi je préconise de tout lire d'un coup et de pas faire de pause de 3 4 semaines entre chaque chapitre parce que c'est vraiment quelque chose qui se lit d'affilée. Je crois que je me suis assez répété là-dessus. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a justement une note de l'auteur à la fin de l'ouvrage que je recommande à tout le monde de lire, où Dan Abnett explique un petit peu le processus et surtout les péripéties qu'il a dû euh, franchir pour écrire La fin et la mort. Il faut savoir qu'à la base, La fin et la mort, c'est 4 volumes. Donc, si vous prenez les trois romans côte à côte, si vous regardez bien, en fait, c'est 4 romans. Donc, ça a dû être extrêmement difficile à scinder ça en 3. Un peu, ça me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux quand Tolkien a apporté son texte à l'éditeur. Il lui a dit non, non c'est trop long, tu vas nous couper ça parce qu'on peut pas mettre ça dans un seul livre. Bon bah là c'est la même chose. Il faut se dire que la trilogie de fermeture, en fin de compte, c'est une quadrilogie en termes de longueur. Donc savoir où couper au bon moment, comment redémarrer le roman qui suit, etc. Ça c'est plus simple, c'est plus oh je raconte une histoire dans un roman de 250 pages. Il y a vraiment une suite épique. Il explique qu'il avait des piles et des piles de papier à droite à gauche qui faisaient référence à certaines choses. Donc c'est sûr que ce genre de roman, déjà selon ma philosophie, un roman s'il est de bonne qualité, il a le en tant que lecteur, on a le devoir de le lire plusieurs fois. Parce que c'est sûr qu'à la première lecture, vous passez à côté de plein de choses. Ça, c'est sûr et certain. C'est un peu comme un bon film. Un bon film, je prends au hasard n'importe lequel, un film comme Fight Club, vous en captez pas toute la quintessence à la première vision. Premier visionnage, vous passez à côté de, je vais dire 60 pour pas dire 70% du propos du film. Là, c'est un peu la même chose. Quand on voit la quantité, la montagne de travail qu'a dû mettre en place Dan Abnett, il y a plein de petites choses sur lesquelles on passe à côté parce qu'on va être attiré par la scène épique, on va être attiré par un personnage qu'on attend et qu'on aime beaucoup, etc. Mais il y a plein de choses, comme je parle de Basile Faux sur lequel je casse souvent du sucre, mais c'est sûr que Basile Faux, Olianus, les génosorcières, tout ça, elles ont un arc à elles-mêmes qui n'a pas été vraiment exploité. Ça a été tenté par durant le siège de Terra et notamment via quelques nouvelles, mais ça a été très superficiel, très succinct. Alors je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire quelque chose de vraiment vraiment intéressant à l'époque où l'empereur était pas vraiment encore l'empereur, où Lanus était son maître de guerre et qu'ils avaient un partenariat avec Luna. Enfin bref, il y a tout ça dont on passe à côté lors de la première lecture. Donc c'est un texte qui est difficile c'est difficile c'est pas difficile à lire, mais c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire pour vraiment assimiler tout ce qui se passe dans le volume 3, dans le volume 2, dans le volume 1, ça prend une relecture, voire 2 relectures. C'est sûr et certain. Qu'il n'y en ait aucun qui me dise, oh moi en une lecture, je me souviens de tout, je sais tout ce qui s'y passe. C'est pas vrai. Le livre est tellement riche d'événements, de personnages, de situations, de péripéties, de retournements de situation, que tu peux pas tout digérer en une seule fois. Moi, je le crois pas ça. Sauf si vous avez des capacités extraordinaires. Mais sinon, c'est le genre de bouquin qu'il faut relire. À un moment donné, il faut le relire. Je sais que j'avais dit ça pour le volume 2, mais là, je vais le redire et c'est sûr et certain, ces 3 derniers tomes, même la saga au complet. La saga au complet, si on regarde bien, elle n'est pas si longue que ça, c'est 10 tomes. Bon, il y a quelques gros ouvrages, mais les gros ouvrages, ce sont ceux de Dan Abnett, et c'est ceux qui sont parmi les mieux écrits, donc il n'y a pas à se plaindre. Mais ces 10 tomes, peut-être pas les 10, faut peut-être pas relire les 10 avec la même intensité, mais les relire pour savoir plus ou moins qu'est-ce qui se passe. Et ces 3 derniers tomes, les relire vraiment de façon un peu plus calme et reposée, parce que là, wow,
On vient d'achever plus de... les récits d'Horus, je crois que c'est 54 tomes. Le siège, c'est 10 tomes. On arrive à plus de 60 tomes. C'est conséquent quand même. Donc c'est normal que quand on prenne La fin et la mort volume 3, on ait les fesses qui fassent bravo, parce qu'on attend ça depuis un certain moment, on a traîné un certain bagage, une certaine attente et appréhension vis-à-vis de ce tome final. Donc, pour en revenir à ce que je disais, le texte est facile à lire, la difficulté, il n'y en a pas. En revanche, pour vraiment intégrer tout ce qui se passe dans ce tome-là, c'est sûr, ça va prendre une ou deux relectures à un moment donné, quoi. Voilà, c'est la seule chose, le seul petit bémol que j'aurais à dire concernant ces livres-là, c'est que les lire une fois, ça suffira pas pour capter toute la quintessence de ce qu'ils représentent. Climax. Alors je me suis peut-être un peu trop emballé au moment du thème, euh, parce que en fin de compte, dans Climax, c'est vraiment ça, c'est l'affrontement entre l'empereur et Horus, mais c'est aussi la mise en place de l'empereur sur le trône d'or. C'est vraiment le moment où... alors, les personnages ne s'en rendent pas compte, mais nous, en tant que lecteurs, on prend compte que c'est la fin d'une ère. L'empereur ne se relèvera jamais du trône. On l'a mis là-dessus pour qu'il puisse guérir de ses blessures, plus qu'autre chose, mais on sait très bien qu'il se relèvera plus jamais de cette chaise. C'est vraiment c'est l'aube d'un impérium brisé, c'est tragique. Et en même temps, c'est la fin de quelque chose d'important. C'est-à-dire que oui, évidemment, les guerres vont continuer, etc. Le rêve de l'empereur est brisé, mais il y a un espèce de temps mort quand même où tous les renégats vont fuir. À partir du moment où Horus est vaincu, le réceptacle, l'avatar des dieux du chaos va disparaître, donc les dieux vont disparaître, les pouvoirs et on va dire la manipulation, la corruption sur Terra, toutes ces transformations, toute cette corruption spatiale et temporelle va disparaître à son tour. L'astronomicon va s'allumer, donc on revient à un endroit, à une situation on va dire normale, et ça contraste diablement avec tout ce qui s'est passé il y a les 5 derniers tomes au moins, parce qu'il n'y a pas simplement à partir de la fin à la mort. Il y avait des protections anti-démons, elles avaient volé en éclats. Il y avait les protections du palais qui étaient de plus en plus corrompues, rongées par la magie du warp. Là, en un instant, tout disparaît. Donc il y a vraiment cette espèce de fuite des traîtres et des renégats qui est savoureuse et qui est en même temps extrêmement particulière, parce que c'est sûr que les personnages ont envie de se venger de leurs frères morts au combat et de tous les, toutes les atrocités qui ont été commises au moment de cette hérésie. Mais en même temps, en tant que lecteur, on est satisfait. On se dit, bon, bah voilà, on arrive à la fin d'un cycle. Maintenant, c'est sûr que les loyalistes vont pourchasser les traîtres jusque dans leur dernier retranchement. On sait notamment que la plupart des traîtres vont aller se cacher dans l'œil de la terreur. Mais il y a vraiment ce sentiment une fois que le climax est à son comble, il y a en fait, j'ai ressenti un peu la même chose que dans... encore une comparaison avec le Seigneur des Anneaux, mais oui, c'est ça, lorsque l'anneau est finalement détruit et que le Seigneur de l'Anneau, justement, disparaît de la Terre du Milieu, il y a cette espèce de vent qui souffle et qui détruit tout ce qui a été construit ou tout ce qui a été corrompu par les forces maléfiques. Et donc, que ce soit les orques, les urukai, tout ça, tout disparaît, tout s'effondre, ils finissent sous terre, ou alors ils disparaissent complètement vaporisés. Là, c'est un peu la même chose qui se passe avec la mort du maître de guerre. Donc, il y a ce sentiment ce souffle nouveau, ce vent nouveau qui vient comme balayer la poussière, tout ce qui était contre nature en fin de compte, sur Terra et dans ses environs, pour donner lieu à une ère nouvelle, mais une ère nouvelle qui est dévastée, qui est dépressive au possible, qui est grimdark comme on l'aime, c'est-à-dire vraiment qui va commencer à forger son nom à ce moment-là. Parce que
Pour les personnes qui voient un peu plus loin que le bout de leur nez, on sait très bien qu'après cette défaite du chaos, faudra arrêter de raconter des conneries aux gens en leur disant que les dieux et les démons, ça n'existe pas. Je veux dire, Terra a été le théâtre d'abominations et de phénomènes magiques, appelez ça comme vous voulez, des phénomènes éthérés qui sont au-delà de la compréhension humaine, déjà d'un premier point, mais surtout qui vont complètement à l'encontre de la vérité impériale, qui stipulait qu'il n'y avait aucun dieu et aucun ange et aucun démon dans la galaxie. Donc là, c'est quand même une grosse claque dans la face pour tout l'impérium et toute la civilisation humaine. Donc c'est ça aussi le climax du roman. Et ça a été superbement mis en scène par l'affrontement final. Donc voilà. Le dernier dialogue entre Loken et Abaddon, j'en ai parlé, mais pour moi, il fait aussi écho à, à la saga, dans le sens où même Abaddon a plus envie de se battre, quoi. On est allé trop loin, fait qu'on peut plus faire marche arrière, mais il y a plus de possibilité de continuer d'avancer. Ce que j'ai pas aimé, par contre, je dis pas de bêtises, c'est que Loken propose une espèce d'armistice à Abaddon, en lui disant, tu sais quoi, notre père il est mort, mais t'inquiète, avec Malcador, avec Dorn, je suis sûr qu'on peut trouver une solution et te réhabiliter en tant que loyaliste et ramène les Sons of Horus dans le giron de l'Imperium. Mais qui c'est qui va croire ça? Il n'y a que Loken pour sortir des conneries comme ça. Qui est-ce qui va croire ça? Et dire non, et Abaddon il lui dit mais non, Dorn il va m'écraser dès qu'il en aura l'occasion, et il a bien raison, c'est impardonnable ce que l'on a fait. Même si on s'est trompé plus ou moins, parce que c'est jamais vraiment explicitement avoué, euh, oublie ça, je veux dire Abaddon c'est ennemi numéro un, enfin Valdor lui voulait sa tête, tu penses bien que s'il reste un peu plus longtemps, il va bien finir par l'obtenir. Mais le fait que Loken propose, dans un élan de naïveté surréaliste. Bah, on sait que Loken il est un petit peu naïf, mais là pour moi c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas réaliste du tout quoi. Un armistice à Abaddon. Allô, c'est comme si tu demandais de faire la paix avec Engon. Ça marche pas. C'est paradoxal. Bref, à part ce passage qui était ridicule, le fait que les deux frères discutent, parce que ce sont deux frères qui sont d'égale mesure plus ou moins. Ils n'ont pas les mêmes forces, ils n'ont pas les mêmes faiblesses, mais en termes de capitaine, je veux dire, il faisait partie du Mornival, donc c'était l'élite de l'élite des Luna Wolves. Donc ça vient combler le climax avec cette espèce de dialogue entre les deux. Et Rébus qui vient stabber comme une grosse salope Loken dans le dos pour dire ah mais voilà, il fallait le tuer parce que la boucle est bouclée. Donc ça aussi c'est intéressant parce qu'en fin de compte il nous dit en gros Loken est mort mais il n'est pas mort. C'est un peu comme Garot. Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire Garot, la nouvelle qui fait partie du siège de Terra, donc écrit par James Swallow, où on voit l'affrontement de Nathaniel Garot contre son père, donc Mortarion qui est en forme démoniaque. Il y a cette espèce de lutte où évidemment Mortarion gagne, mais où Nathaniel met une grosse comment dire déculottade à son père, quoi. Et avant de mourir, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a comme une espèce de halo magistral qui est en fait l'empereur et qui dit à Garot, t'inquiète pas, ton âme, je m'en occupe, on va faire quelque chose avec ça. Alors, on voit que c'est plus ou moins le même délire avec Loken. Évidemment, rien n'est décrit dans ce tome-là. C'est pas le lieu pour raconter qu'est-ce qui se passe de l'âme de Loken ou de Nathaniel. Mais toujours est-il qu'on sent qu'il va y avoir un twist. Ils vont nous le repondre quelque part. Alors, soit il va se réincarner en armure, soit il va se réincarner en un autre personnage. Enfin, l'empereur a des plans pour chacun de ses élus. Donc voilà. À part le fait que Loken propose une armistice absurde, il y a aussi cette notion que Loken finit lui aussi son cycle pour probablement réapparaître à un moment donné. On ne sait pas trop comment, mais, euh, mais voilà quoi. Donc c'est une façon de conclure qui est bien. Ça, la boucle est bouclée. Loken disparaît même si c'était pas nécessaire, en tout cas pas de cette manière. C'est un petit peu facile que
Ah, mais en fait, il y avait Erebus caché derrière le pilier. Ouais, si tu veux. Bref, ça plaît ou ça plaît pas. Mais au moins, ça finit le cycle de façon propre, selon moi. Conclusion. Alors, est-ce que c'est un final à la hauteur des attentes du lectorat? Parce qu'en fin de compte, c'est ça la vraie question. Parce qu'après autant de tomes, après autant de lectures acharnées, est-ce que ce final qu'on sait qui va arriver dès la lecture du premier tome, est-ce que ça comble les attentes, selon vous? Parce qu'en fin de compte, mon avis va avoir que peu d'importance. C'est tellement personnel, après avoir lu, si vous avez fait comme moi, c'est-à-dire lu chacun des romans, chacun des recueils, écouté les audiodramas, les nouvelles, les e-shorts, les machins, les trucs, pour enfin arriver au siège de Terra et avoir la chance finalement, l'opportunité de lire la fin et la mort avec tout ce bagage, cette conclusion, elle est magistrale, elle est parfaite. Et honnêtement, j'aurais pas pu rêver mieux que ça. Je dis pas que ça n'aurait pas pu être mieux. On y a toujours place à l'amélioration. Mais honnêtement, vous imaginez synthétiser toute cette saga en juste 3 livres? Non, c'est titanesque comme travail. On se rend pas compte. On se rend pas compte. Je pense qu'il faut être un tant soit peu écrivain pour s'imaginer ça, en sachant que tous les tomes précédents là, c'est pas le même auteur qui les a rédigés. Abnett, il en a fait quoi, 3, 4 avant d'arriver au siège de Terra. Donc c'est ridicule quoi. Mais le monsieur, il est là depuis le début, donc c'est pas à lui qu'on va apprendre ce que c'est Warhammer. Mais mon point, c'est de dire que si vous avez le passé que j'ai, c'est-à-dire d'avoir tout lu, plus ou moins au fur et à mesure des publications, vous arrivez au dernier tome, je vois pas comment vous pouvez être déçu. Il y a, il y a, il y a tout dedans. Il y a des nouvelles pistes au niveau du lore, il y a des anciennes qui sont résolues, il y a l'affrontement qu'on attendait depuis toujours. Comme je dis, il y a des réponses, mais il y a des nouvelles questions. On retrouve les personnages du début, donc que ce soit Cinderman, que ce soit Loken, que ce soit Abaddon, que ce soit Horus. Là, on a vraiment le paquet cadeau final. Donc, moi, honnêtement, ça a été à la hauteur de mes attentes. Je dis pas qu'il est parfait. Il y a plein de passages qui m'ont vraiment fait chier, que j'ai trouvé ça long, des personnages que j'ai trouvé inutiles. De toute façon, si vous m'avez écouté jusqu'à maintenant, vous savez ce que je peux pas blairer. Mais même s'il y a ça, je veux dire, dans sa globalité, c'est un travail de titan, quoi. Et c'est un travail de titan qui est facile à lire. J'insiste là-dessus, mais Abnett, c'est facile à lire. Je veux dire, c'est pas quelqu'un avec lequel on se force, quoi. C'est vraiment agréable, quoi. Donc oui, c'est difficile dans le sens où bah, y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de trames, des fois ça se mélange, il faut pas se perdre. Donc, et je vais le dire une dernière fois, mais lisez les 3 d'affilée, ne faites pas de pause. Mais excepté ça, je veux dire, ça se boit comme du petit lait, c'est pas compliqué, quoi. Donc, dans les forces du roman, c'est qu'il arrive à conclure une saga épique qui jamais n'a été entrepris. Jamais cette conclusion n'avait été imaginée. On s'est dit non, mais c'est pas possible. C'est trop long. D'ailleurs, quand les premières parutions des Résidorus sont arrivées, on s'est dit mais combien il va y avoir de tomes? On va jamais arriver à la fin, il y a trop de choses. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se plaignent qu'il y ait 54 tomes et que la moitié soit inutile. Je dirais peut-être pas la moitié, mais il y a un bon tiers qui sert à rien, on va dire. Ou des nouvelles qui sont négligeables, pour pas dire autre chose. Mais même dans ces 50 tomes, il y a plein de choses qui n'ont pas été racontées, hein, parce que que ce soit au moment de l'Hérésidorus ou juste après, avant d'arriver au siège de Terra, il se passe énormément de conflits qui ont été à peine effleurés dans des nouvelles ou dans des audiodramas, donc c'est encore plus gros que ce qu'on peut imaginer. Et connaissant l'éditeur, il peut nous inventer des nouvelles pastilles pour continuer à vendre
des livres. Hein. Ça, justement, ça fait partie de la conclusion. Croyez bien que le siège de Terra et les Résidorus, c'est pas terminé. Hein. Non, 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 on va pas tuer la poule aux œufs d'or, hein. Ils sont pas fous. Hein. Donc je parlais tout à l'heure d'un tome 11, entre guillemets, qui est un recueil de nouvelles estampillé Le siège de Terra. Croyez bien qu'ils vont continuer à sortir des livres. Pas avec la même fréquence, peut-être pas non plus avec la même intensité, mais connaissant le pool de collectionneurs qui lit les livres de la Black Library, croyez bien qu'ils vont continuer à sortir des tomes, avec des nouvelles, pour commencer, pour probablement tester un petit peu les clients, mais il y aura toujours... D'ailleurs, Abnett l'avait dit dans son interview qui avait été plus ou moins décortiquée par mes soins sur le Reclusium, donc je vous renvoie sur le site si jamais vous ne l'avez pas vu, où j'explique un petit peu ce que Dan Abnett expliquait en disant ouais, c'est difficile d'écrire la fin de l'Hérésie d'Horus, mais il va y avoir de nouvelles histoires. Donc peut-être qu'on va avoir du contenu inédit, pour le coup vraiment inédit, de tomes ou de personnages qui ont été à peine abordés durant cette grande saga. Donc voilà, l'une des faiblesses de ce tome, c'est que voilà, c'est la suite de 2 autres gros tomes, qui est lui-même la suite d'une saga de 7 livres du siège de Terra, qui est lui-même la suite d'une épopée d'une 50aine de tomes. Voilà, si on peut appeler ça une faiblesse du dernier tome, c'est ça. Voilà. Après, dans ses forces, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les personnages emblématiques, il y a l'art de les mettre en scène, il y a le talent de savoir doser un petit peu, pas trop. Après, il y a des boulettes. Enfin, moi, il y a des choses que je trouve soit incohérentes, soit insatisfaisantes. Mais ça, après, c'est chacun, quoi. Donc, c'est pas facile. Comme je disais, je vous recommande de lire les dernières pages où l'auteur explique un petit peu son processus d'écriture. Toujours est-il que voilà, c'est le pied à l'étrier pour une nouvelle ère, pour le Warhammer 40 000 comme on le connaît, avec tout ce que ça implique. Et avec en même temps la porte ouverte, c'est-à-dire Gilman qui va débarquer, le Khan qui est toujours dans le coma, le lion qui est en train de détruire toutes les planètes natales des traîtres, l'Orgar qui est sur une planète un peu bizarre, euh, Magnus qui est sur sa planète des sorciers, enfin bref. Il y a tellement de trames à développer qui n'ont pas vraiment été développées par la suite dans 40K, qui justement cet entre-deux, entre fin 30K et début 40K, qui n'a pas été faite. Là, ils ont fait les Résidorus, qui était un sacré morceau, mais il y a encore plein d'affrontements épiques à narrer. Alors évidemment, ça sera pas aussi badass que l'Empereur contre Horus, mais il y a quand même un sacré potentiel pour la suite, donc j'espère de tout cœur qu'ils vont nous sortir des ouvrages de qualité, où on va pouvoir suivre, par exemple, je sais pas moi, la formation de la seconde fondation, voir Sigismund prendre les rênes des Black Templars sous la suite de l'ordre de Dorn, voir comment ça se passe lorsque Guilliman et Dorn vont se retrouver après autant d'années, qu'est-ce qu'on fait de l'Imperium, on divise les légions, enfin bref. Là, on peut imaginer énormément de choses. C'est peut-être ça d'ailleurs le problème avec Warhammer 40 000 en général, c'est qu'on a tendance à spéculer un petit peu trop intensément et à partir un petit peu à droite à gauche sur des théories un petit peu fumeuses. Donc il faut toujours faire attention quand on commence à spéculer. Mais c'est des choses qui sont dans le domaine du possible. Voilà, expliquer comment le codex a été rédigé par Guilliman, comment ça s'est impacté sur les autres légions qui se sont transformées donc petit à petit en chapitres, etc. Le fait de l'apparition de l'Inquisition, super intéressant. Alors je sais qu'on a une partie qui est narrée dans l'éveil de la bête, qui est comme un espèce d'entre-deux, 30K, 40K, mais je vois plus large, je vois quelque chose d'un petit peu plus large au niveau de la galaxie. Qu'est-ce que vont faire les autres factions hostiles? Alors on avait les orques, on a les Eldar, etc., ce genre de choses, mais vont s'ajouter les tyrannides, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à développer à ce niveau-là, tout en restant dans le... Ce que j'aime, c'est l'ambiance fin 30K, début 40K. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans du vrai 40K pur comme on peut le connaître maintenant. Même si à l'heure actuelle, je trouve que depuis la primarisation, on est dans un 40K+, c'est plus un
un post 40K. Là, ça serait comme un pré 40K. Bon, alors je joue peut-être un peu avec les mots, mais toujours est-il que c'est pas des ambiances identiques. Honnêtement, on voit vraiment la différence entre le 30K enfin, entre les Résidorus et comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Cette nouvelle fonte avec le retour de Guilliman en fait. Ça aussi, on l'a pas, la blessure de Guilliman par Fulgrim et le fait qu'il soit plongé dans le coma. Toute cette section, la disparition de Dorn, la disparition de la plupart des primarques, notamment que ce soit Leman Russ, que ce soit Corvus Corax, que ce soit Jack Ataikan, tout ça c'est des personnages emblématiques qui, on s'est dit, ok, à la fin du siège de Terra, la moitié vont partir soit dans la toile, soit dans le warp, puis ils reviendront peut-être à un moment donné. Donc là, avec le nouveau lore, ils sont revenus petit à petit les uns après les autres. Ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant qu'ils partent. Honnêtement, le fait qu'ils reviennent, ça me fait ni chaud ni froid dans le sens où je trouve que c'est relativement facile de les faire revenir. Par contre, de les faire partir, pourquoi ils sont partis ? Pourquoi ils sont partis à un moment donné où l'Imperium est aussi dévasté et a autant besoin justement de figures de leadership, genre la moitié ils se barrent. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui les a motivés ? Donc là, ça serait peut-être intéressant de créer du nouveau lore et de nous raconter qu'est-ce qui se passe. Donc enfin bref, tout ça pour dire que cette conclusion, en fin de compte, elle ouvre une richesse de possibilités qui ne tient qu'à l'éditeur et aux auteurs de la développer et de la partager, tout simplement. Donc voilà, conclusion, bon ben voilà, c'est le dernier tome. Il est excellent. Il est dans la suite logique de ses prédécesseurs. Des déceptions, oui, il y a des déceptions, il y a des faiblesses, évidemment. Encore une fois, je le répète, ça nécessite au moins une ou deux relectures, histoire de vraiment s'imprégner de la chose. Mais voilà, dans l'ensemble, Dan Abnett a réussi son pari, réussir à clore une saga d'anthologie, quoi. C'est un coup de maître, honnêtement, c'est un coup de maître. Après, il ne faut pas oublier, le garçon n'est pas tout seul. Hein. Il y a tous les auteurs derrière, il y a l'éditeur, il y a ses proches. C'est pas quelque chose qu'il a fait complètement seul, mais c'est quand même lui qui a tout compilé et qui a réussi à nous coucher ça sur le papier de façon cohérente, captivante et immersive. Donc, c'est pas non plus donné à tous les auteurs d'arriver à faire ce tour de chef-d'œuvre. Donc honnêtement, oui, c'est une belle histoire. On est content que ça se termine. Hein. Je ne vais pas vous mentir, la conclusion aussi, c'est que je suis content que ça se termine. Parce que depuis toutes ces années, on avait envie que ça achève, surtout à cause de certains tomes et ouvrages qui étaient inutiles et qui étaient là juste pour ajouter de la longueur, pour dire « Ah non, il y a encore un tome de l'Hérésidorus », mais qui en fin de compte ne fait pas avancer l'affaire. Donc même dans le siège de Terra, même si j'ai dit que tous les tomes étaient importants, il y en a certains qui ne méritent pas d'avoir 400 pages. Je veux dire, il y en a certains, une nouvelle, ça aurait suffi. Mais bref, toujours est-il que voilà, on arrive à la fin d'un cycle, ça fait plaisir d'être arrivé jusqu'au bout, mais bon voilà, c'est le début d'une nouvelle ère, donc qui sait ce que l'avenir nous réservera. Toujours est-il que ça aura été globalement un plaisir de suivre ce siège de Terra jusqu'à la fin, donc voilà, on va finir sur cette conclusion. Donc honnêtement, pour moi, c'est un final à la hauteur de mes attentes. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé le voyage en ma compagnie durant tout ce siège de Terra. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Je sais que parmi vous, certains auraient préféré que je spoil les tomes, mais c'était vraiment une volonté pour moi de préserver cette innocence pour donner envie au monde de lire les livres tout simplement, excepté la trilogie finale qui, elle, se devait d'être explicite. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi l'émission jusque-là. Une profonde gratitude en particulier pour les personnes qui laissent des commentaires, soit sur le travail ou soit pour l'encouragement. Ça fait toujours plaisir. Et d'autant plus lorsque vous donnez votre point de vue. Ça me permet à moi de me remettre en question et de voir certaines choses qui peut-être m'ont échappé à la première lecture. Donc ça, j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook, c'est le réseau que j'utilise le plus pour partager
les nouvelles et les différents contenus que je publie pour le Reclusiam. Donc si jamais vous avez des idées ou des suggestions, je suis toujours à l'affût de bonnes idées. Donc moi je vais essayer quant à moi de rebondir sur une autre série et garder un format émission vocale, parce que je trouve que c'est un bon format. Je sais pas comment vous le consommez, mais je trouve que c'est quelque chose qui s'écoute plutôt bien à partir du moment où c'est un thème qui est suffisamment intéressant. Donc voilà, encore une fois, merci de m'avoir suivi jusque-là, en espérant que ça vous ait donné envie de vous replonger ou de plonger dans cette saga assez exceptionnelle. Et puis moi je vous dis, j'espère à très bientôt pour la prochaine. Merci et ciao.